bienvenue dans un point lecture. Le livre qui nous intéresse ici, c'est « Le soin est un humanisme » de Cynthia Fleury. Cynthia Fleury, née en 1974, est philosophe et psychanalyste française. Elle a une chaire d'humanité et santé au Conservatoire national des arts et métiers. L'édition du texte que j'utilise, c'est Tract Gallimard, numéro 6, paru en mai 2019. Un prix relativement accessible, 3,90 €, et un texte relativement court, d'environ 35 pages. Le contexte d'écriture du texte, c'est l'observation de la santé physique et psychique des manifestants gilets jaunes. Les individus pourraient ainsi s'infliger à eux-mêmes des manques de soins, notamment par la fatigue. Le fait serait que les gilets jaunes paient de leur santé la construction d'un état, de la société, de ce qui compose la spécificité humaine. Nous avons ici une première approche de ce qu'est l'humanisme. Il s'agit d'une construction éthique de l'homme et de la civilisation. La question est donc, quel genre d'humain nous voulons être ? Quel genre d'humain construisons-nous ? C'est ainsi que ma lecture se concentrera sur la construction du concept d'humanisme par Cynthia Fleury dans ce texte précis. Je vais suivre le plan de l'auteur, 8 parties, auxquelles j'ajouterai une conclusion récapitulant ce que l'on peut dire de l'humanisme d'après ce texte. Je vous souhaite une bonne écoute. Première partie, le soin ou le propre de l'homme. L'auteur confirme l'écho de sa thèse « Le soin est un humanisme » avec la conférence de Sartre en 1945 « L'existentialisme est un humanisme ». Elle explique que selon Sartre, l'homme existe avant même de se définir. L'homme n'est d'abord rien, pour ensuite se construire en fonction des autres individus. Il y a une notion de responsabilité qui engagerait l'humanité. Ici, l'humanité n'est pas définie. On la caractérise comme l'ensemble des individus humains qui entretiennent une relation de collaboration et d'attention. Il s'agit de son mode de fonctionnement, ce qui implique d'entrer la notion d'éthique, c'est-à-dire de la manière d'être des individus. Ainsi, l'auteur explique que l'homme se choisit en choisissant autrui. Il y a une construction de l'humain par le soin qui est pensé, encore ici, comme une attention portée d'abord vers l'autre. C'est, pour Cynthia Fleury, la spécificité de l'homme. Page 7 de notre édition, elle écrit « Je place cette exceptionnalité de l'homme du côté du devoir de symbolisation et de sublimation, qui nous permet non pas de nier nos limites intrinsèques et nos manques, mais d'en faire quelque chose, de bâtir une société qui ne soit pas celle du ressentiment, et un être humain qui ne soit pas, lui non plus, l'objet ou le sujet des seules pulsions mortifères. Si l'homme fait exception, c'est bien du côté de la responsabilité, de l'obligation éthique et épistémologique qu'il se donne de poursuivre cette tâche humaniste. Former l'humain, le maintenir maître de ses formes et critique de celles-ci. La capacité de l'homme à se rendre exceptionnel, et donc à constituer l'humanité, c'est la capacité d'imaginer ce qu'est l'homme, d'insister sur certaines valeurs qui vont élever l'homme au-dessus des autres vivants, de sorte que seuls les hommes forment l'humanité. Il ne s'agit pas d'oublier que les hommes sont vulnérables, donc limités. En effet, nous avons un corps qui s'use, des besoins à assouvir, des capacités réflexives, toutes relatives. Parce que malgré ces éléments, l'homme veut faire société, donc pallier ses défauts, et non en profiter pour développer des pulsions de mort. Nous rejoignons ici le principe même du soin, autre notion centrale du texte. La philosophie insiste donc sur le jeu que nous pouvons faire entre notre vulnérabilité et notre autonomie, donc notre capacité d'ériger les règles de notre société qui déterminent notre humanité. Nous avons également la possibilité de réfléchir sur ces éléments. En tant qu'individus, si nous voulons exister, nous n'avons d'autre choix, donc le devoir, de constituer une éthique qui maintienne l'homme et la société, sans laquelle il n'existerait pas. Même si nous fondons cette capacité sur la vulnérabilité, il ne s'agit pas de la renforcer, c'est même le contraire. Il y a un souci de l'autre qui compose un style de vie, notre société, qui est un caractère de l'humanisme. Ce qui est intéressant dans la démarche de l'auteur, c'est que l'humain se construit ici sans penser l'altérité de son existence avec les autres existences. L'homme est homme en configurant son monde d'homme, et non en s'opposant à la nature, l'environnement ou l'animal. Deuxième partie, des femmes et des hommes irremplaçables. Cynthia Fleury insiste ici sur la notion de responsabilité, qui permet d'approfondir notre faculté de juger pour penser à un monde commun, mais également l'importance du visage d'autrui qui reste une référence pour le sujet, donc la reconnaissance de l'humain sur l'humain
par l'autre humain. Le soin ne se préoccupe donc plus de l'absence de la maladie, mais aussi le bien-être, tant physique que psychique, social ou environnemental. L'auteur se sert de son expérience de psychanalyste clinicienne pour penser la notion d'irremplaçabilité et faire une analogie entre un patient ayant besoin de soins et un citoyen lésé par l'État. Page 10 de notre édition, elle écrit « Écouter la parole des patients, c'est très vite prendre conscience que toute tentative de désindividuation prend appui sur la déverbalisation. Celle-ci ne renvoie pas seulement aux mots taillés en pièces. La déverbalisation n'est pas seulement l'impossibilité de traduire précisément ce que l'on pense, elle porte atteinte à la faculté même de conception intellectuelle. La prise de conscience de l'injustice sociale nécessite le langage pour la penser. Sans les mots pour le dire, la conscience est comme paralysée, stoppée dans son éveil. Quant à la notion d'irremplaçabilité, je l'ai expérimentée par défaut, en clinique, avec mes patients. Les individus qui ont un sentiment de remplaçabilité tombent malades et peuvent opérer des passages à l'acte contre eux-mêmes ou autrui. Ils sont victimes de désubjectivation. Il y a comme une détérioration du sujet en eux. Il en est ainsi en politique. Quand l'État de droit détruit ses citoyens en leur donnant un sentiment de chosification, il se porte atteinte à lui-même, car ces sujets, anéantis, réduits au moins minimal, deviennent étrangers au sentiment d'engagement dans la sphère publique, ou traduisent politiquement leurs ressentiments par des votes extrémistes. L'auteur insiste sur l'importance de la verbalisation, donc du fait de mettre des mots sur des choses et les ressentis. Dans les soins, il existe un dicton qui dit « On peut soigner les mots par les mots ». Les mots font prendre conscience des choses. C'est un élément culturel permettant de construire la pensée des individus, mais également de construire les connaissances et les processus mentaux permettant de considérer autrui comme d'autres hommes afin de composer l'humanité. La déverbalisation, pour la philosophe, atteint la capacité de conceptualiser, donc d'établir des réflexions, donc de dire précisément ce que sont les choses, comment elles fonctionnent et quels en serait le sens. Il s'agit d'une théorie du langage que l'on connaît surtout grâce à Hegel, pour qui une pensée sans mots est obscure, informe, non objective. Nous ne pourrions pas penser sans mots. Ainsi, par analogie, nous ne formerions pas d'humanité sans verbalisation. Il faut mettre des mots pour prendre conscience des choses. Donc en plus de ce problème de verbalisation qui peut détruire l'individu, il y a le problème de l'irremplaçabilité. Chaque individu est absolu, c'est-à-dire une totalité éthique, toujours fin en soi et unique. Tant dans le domaine médical que le domaine politique, il y a une perte morale et éthique de l'homme et des individus si nous leur faisons comprendre qu'ils sont comme des objets que l'on peut remplacer. Ici, l'auteur ne développe pas ce point, mais c'est une forte critique contre un système économique capitaliste et contre la destruction des services publics. Le manutentionnaire malade ou en vacances est remplacé dès le lendemain de son départ. Ce n'est qu'un agent. De même que la séduction des consommateurs. Quand ils ne peuvent plus consommer, ils n'ont plus accès à certains endroits. Plus politique et d'actualité, la décapitation du professeur d'histoire-géographie de Conflans-Sainte-Honorine, Samuel Paty, le 16 octobre 2020, qui a provoqué un fort émoi. Quelques jours plus tard, à peine, le rectorat avait posté une petite annonce par Pôle emploi pour remplacer l'agent. Ce ne sont que des exemples, mais ils mettent en image ce sentiment de désindividuation. Il y a donc aliénation, un processus mental qui rend l'individu étranger à lui-même et à sa société. C'est une déshumanisation. Troisième partie, le soin comme élaboration imaginative. Le concept d'irremplaçabilité prend sa source dans la relation de l'individu à autrui. La philosophe n'en parle pas, mais c'est en partie le drame de la solitude qui pousse des individus au suicide. L'irremplaçabilité est liée à l'imagination, c'est-à-dire que nous allons penser et établir conceptuellement un cadre de vie et une éthique. C'est par la suite que nous tentons de rendre ces éléments réels. Il y a ici la critique de la mutation de l'absolue humanité, qui est une qualité en quelque chose qui est quantité. Page 12, l'auteur écrit « La pression de la rationalisation économique qui veut faire du nom un chiffre, du qualitatif un quantitatif. Cela donne lieu à une crise du sujet qui atteint deux éléments primordiaux, le soin et l'éducation, qui sont des lieux de construction de l'humanité. »
page 13, la maladie n'étant pas la disparition de cette faculté, mais simplement sa diminution. L'enjeu devient alors pour nous, les soignants, enseignants et thérapeutes, de consolider les capacités de l'individu, de l'accompagner dans sa réinvention des normes de vie. L'idée est donc que l'humanisme est une construction continuée par des individus qui ont conscience de vivre ensemble dans un monde à reconfigurer en permanence. Quatrième partie, une chaire à l'hôpital. Cynthia Fleury explique dans cette partie les raisons de la création d'une chaire de philosophie à l'hôpital. Elle développe l'idée d'humanité qui est un sujet qualifié d'holistique, c'est-à-dire qui englobe tout, y compris l'environnement déjà donné à l'homme. Page 14, elle écrit « Il est impossible aujourd'hui d'envisager les humanités hors de la question anthropocénique, qui lie l'histoire de la Terre à un impact global et significatif de l'activité des hommes sur leur planète. Impossible donc de ne pas les penser entrelacées avec la question du vivant, alors que les humanités ont été plus inauguralement le haut lieu de l'exceptionnalité de l'homme, vécu comme coupure, rupture, scission d'avec le reste de la nature. L'humanisme établit la spécificité de l'homme qui configure le monde à la fois selon ce qu'il a imaginé et à la fois selon ce qui lui a été donné. L'Anthropocène, c'est l'âge de l'homme sur Terre. C'est la période ou l'âge de la planète que nous connaissons. L'éthique se construit aussi avec la relation que nous entretenons avec l'environnement et les autres vivants. L'auteur use de la remarque que nous avions faite à propos d'une ancienne conception de l'humanité composée en rupture. L'humanité est la création d'un espace dont l'être sensible qu'est l'homme a besoin pour devenir homme. L'humanité, c'est un peu comme la phrase de Simone de Beauvoir. Ainsi, on ne naît pas femme, et qu'on le devient. Nous pouvons aussi dire que nous ne naissons pas humains, mais que nous le devenons. La philosophe utilise de multiples références qui l'ont inspirée pour la création et la caractérisation de sa chair. C'est entre diverses citations que nous pouvons prendre des éléments caractéristiques du concept d'humanité, comme la notion d'expérience. L'homme expérimente, au sens fort, à la fois par accumulation de vécu, mais aussi par l'idée d'appliquer les éléments d'une théorie établie de ce qu'est l'être humain. C'est aider les individus à acquérir une certaine autonomie, à constituer leurs propres règles. Page 20 de notre édition. Le soin est une fonction en partage, relevant de l'alliance dialectique, créative, des soignants et des soignés, qui, ensemble, font éclore une dynamique singulière, notamment tissée grâce à la spécificité des sujets qu'ils sont. Parce que les individus sont reconnus comme absolus et humains, il y a un échange, donc une dialectique constructive, conceptuelle de ce qu'est l'humanité. Il y a un partage, donc une véritable attention qui caractérise le soin. C'est une dynamique. Le lien évolue en fonction de ce qui est partagé et indéniablement apporté. Ce sont des sujets qui sont en interaction et qui apportent leurs empreintes subjectives, donc leur vision du monde, qui vont concorder pour former la société. Cinquième partie, sollicitude et patience des soignants. Les humanités, en tant que discipline intellectuelle incluant la philosophie pour Cynthia Fleury, défendent une approche du soin et de l'attention à la vulnérabilité des individus. C'est un fait de la condition humaine, c'est ce qui compose des épreuves existentielles qui permettent de former le concept et la concrétisation de l'humanité. Il s'agit de penser la perfection humaine, c'est-à-dire la possibilité pour un individu de dépasser ses faiblesses. Il y a divers sens à ces faiblesses. Il y a une polysémie. Ici, il n'est pas question des gilets jaunes, comme dans l'introduction, mais ces corps abîmés par la condition sociale et économique surpassent ce fait pour défendre un idéal humanitaire. En tant qu'observateur d'un patient et en tant qu'observateur des mouvements sociaux, nous engageons une relation avec ces individus. Nous devons développer une éthique et une technique adéquate de soins pour que les individus acceptent leurs conditions pour pouvoir accepter un traitement et dépasser cette condition. C'est le soin. Cela permet de contribuer à l'humanité. Page 24 de notre édition, la philosophe écrit « La médecine, comme la clinique analytique, doit se préoccuper, elle, d'articuler la vérité à une notion capacitaire. En d'autres termes, la vérité qu'elle délivre ne doit pas être contre-productive à l'égard de l'impératif premier du soin et du suivi du traitement. Elle ne doit pas lui faire obstacle et lui être nuisible. Le soignant, ici le médecin, détient une vérité scientifique, épistémologique. Cela peut être un diagnostic. Par exemple, vous avez une infection à staphylocoque qui peut causer une septicémie.
Mais cette vérité doit être en adéquation avec la capacité de l'individu à accueillir cette information. Un patient peut mal comprendre ou ne pas être prêt et perdre confiance au médecin en pensant que ce dernier le culpabilise de sa maladie, ce qui peut être nuisible. En cela, le soignant doit se montrer empathique, donc humain. C'est prendre soin que de développer cette démarche. Nous devons avoir la même envers tout individu pour constituer la notion d'humanisme. Il y a aussi l'idée que le patient ou l'individu n'est pas une chose qui répond comme un programme avec une notice, tel problème égale tel traitement. L'auteur défend l'intégration de ces notions de sollicitude, de réflexion éthique ou encore de résilience dans les sciences humaines en faculté et au sein des établissements hospitaliers. 6e partie, les institutions. Ici, il est question des conceptions de la fonction des soins, des soignants et des différents secteurs concernés. L'auteur indique que les institutions et les démarches peuvent être limitées ou défectueuses. Page 28, la philosophe constate que chaque institution n'a pas seulement à affronter la lutte contre le nosocomial physique, mais contre le nosocomial psychique, au sens où il y a une contamination tout aussi délétère pour les structures de soins, qui n'est pas matérielle, mais immatérielle, relationnelle, intersubjective, et qui renvoie aux rémanences de domination dans les rapports sociaux. Ici, nous voyons des manquements à l'humanisme. 7e partie. Maladie chronique et continuité de vie. Pour la philosophe, la maladie chronique existant, il s'agit de pouvoir en prendre compte dans les réflexions sur la société. La maladie n'est plus synonyme de mort. La maladie fait partie intégrante de la vie. Elle participe aux normes dont nous devons prendre compte collectivement. Ce n'est plus seulement pathologique. Avant, il y avait la maladie, deuil et donc guérison pour revenir à un état antérieur. Il n'y a plus d'antérieur avec le chronique. C'est là, ce sera toujours là, et surtout pour les individus concernés. Page 30 de notre édition. La maladie chronique, évolutive, incurable et sécularisée est loin d'être un défi pour le seul monde médical. Elle est l'occasion d'une expérience de vie très intense, en questionnement physiologique et métaphysique, au sens où elle vient reparamétrer toutes les catégories de bien-être, de bonheur, de rapport avec autrui et avec son propre corps. Il convient de se remémorer cette vérité première qu'il n'y a pas de malade, mais seulement des sujets qui tombent malades, et que la reconnaissance de cette subjectivité est la seule opérationnelle pour la production d'un soin. Prendre en compte la vulnérabilité des individus, c'est reparamétrer les normes que nous considérons pour constituer notre humanisme. Ce qui compte avant tout, c'est le sujet qui co-configure le monde avec nous. Et même vulnérable, même malade chronique, la vie continue. Cela demande à tout le monde de s'adapter. Il faut simplement prendre garde à ne pas infantiliser les individus. Il faut prendre garde à ce qu'être soignant ne s'assimile pas avec de l'ascendant. 8e partie, pour une politique du savoir et de l'attention. Cynthia Fleury commence la partie ainsi, page 31. Inscrire la démocratie dans un régime de savoir et non pas simplement dans un régime de pouvoir est un enjeu considérable pour canaliser, voire contrer, l'entropie démocratique. Ici, il est question de penser la négantropie, c'est-à-dire l'inverse de l'entropie. Il y a un désordre démocratique dans notre société où les citoyens sont moins humains qu'agents. Ce n'est qu'histoire de pouvoir. Il y a un manque de savoir. Comprenons l'intuition éthique des individus en tant qu'ils sont humains. Nous ne sommes pas des choses. L'idée est que la démocratie fait partie d'un idéal humaniste, laissant place à tout le monde et toute sensibilité. C'est une affaire de sciences humaines et d'humanité. Je pense que l'une des citations à retenir pour comprendre l'auteur et ce qu'est l'humanisme, c'est celle-ci, page 32. S'informer, se former, se transformer. Voilà ce que l'épistémologie de la démocratie enseigne à la politique. Et c'est ce qu'il y a derrière le grand continuum du soin. L'attention aux idées, à la connaissance et à l'attention aux êtres et au monde. Il faut également se servir des nouvelles sciences et technologies. Page 33, la philosophe écrit « Les humanités sont technophiles par essence. Elles demeurent un grand plaidoyer pour la science, les machines, au sens même où celles-ci ont pour finalité d'émanciper l'homme et de l'aider à poursuivre sa sortie de l'état de minorité. Ainsi, l'homme doit saisir l'occasion d'évoluer, de développer ses compétences. C'est ainsi que l'homme peut sortir de la tutelle, que ce soit d'un soignant, d'un accompagnant ou d'un gouvernement. Les technologies permettent de constituer de nouvelles approches et connaissances. Il y a une facilité d'accès à l'autre par son autonomie acquise
et sa capacité à partager un monde construit. Plus on crée des machines, plus il faut renforcer la formation des hommes et finaliser la technique afin que celle-ci maintienne l'homme dans son humanisme. L'humanisme, c'est ajouter une qualité à la présence au monde des humains. L'auteur va conclure, page 34, « Créons ensemble ce lieu où s'échafaude une manière d'habiter le monde et où la raison ne plie pas devant l'arraisonnement ambiant et les pronostics d'effondrement. L'humanisme est un lieu en tant que concept co-construit et normé par un ensemble d'hommes. C'est une démarche de réflexion, donc de raison, qui prête attention à la diversité humaine, au vécu et aux subjectivités. » Conclusion. Nous voulons donc être humains et pouvoir considérer chaque individu comme un absolu. C'est l'éthique. À l'issue de la lecture de ce texte de Cynthia Fleury, on peut établir que l'humanisme serait une co-construction d'une éthique par l'alliance de tous les individus qui se reconnaissent hommes et femmes. C'est l'idée que nous sommes dans une existence exceptionnelle au milieu des autres êtres vivants et de l'environnement qui nous est donné. C'est un concept sans cesse discuté et que nous tentons d'appliquer et de modifier. C'est établir les normes qui rendent acceptable un homme au sein de la communauté humaine dont nous faisons partie malgré nous. Nous aurions ainsi la responsabilité de prendre soin les uns des autres en développant l'empathie. Chaque individu participe à la réalité humaine et nous devons prendre conscience que chaque personne est irremplaçable. Nous ne sommes pas des choses remplaçables. C'est ce qui permet la création d'une vie en société ainsi que le progrès tant scientifique qu'éthique et par conséquent humain. Nous pouvons dire que demain, notre société sera plus avancée qu'elle ne l'était hier. Même si, comme nous le voyons actuellement avec la crise des spiritualités responsable du terrorisme, il apparaît comme un rebond de l'obscurantisme. Même si, comme nous le voyons actuellement avec la crise de la démocratie européenne et la crise économique, il apparaît que les pouvoirs politiques considèrent les hommes d'abord comme agents et consommateurs. Même si, comme nous le voyons avec la crise de la Covid-19, il apparaît un défaut de légitimité de certaines avancées scientifiques et sanitaires. Ces diverses crises ne devraient pas nous diviser. C'est une épreuve des expériences humaines que nous devons penser pour établir les nouvelles normes de l'humanisme, pour construire la société et la préservation de nos vies qui seraient vulnérables si dépossédées de ces avancées. C'est un exercice compliqué, qui semble couper des réalités. En effet, il est difficile de penser l'argument quand ce qui nous est proposé en face est violent. L'humanisme doit lutter contre des bras armés. Paradoxalement, ce sont des bras armés qui l'ont permis, en parvenant au bout de ce que l'homme pouvait moralement accepter. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.